on est vraiment sur une bascule, je crois, de société. Et ça, c'est qui est partagé par beaucoup d'acteurs aujourd'hui. On l'entend dans le développement durable, on l'entend auprès des acteurs de la société de l'information. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a eu la Renaissance, qu'il y a eu le passage à la révolution industrielle, qu'aujourd'hui, on est le passage, alors moi j'appelle ça développement durable 2.0, mais en tout cas autre chose, c'est le numérique, c'est le développement durable, c'est les deux, c'est la globalisation, c'est autre chose. De toute façon, l'histoire, on sait plutôt après à quel moment se passent les bascules et à quoi elles correspondent, mais en tout cas, on est vraiment sur un monde qui est en train de basculer. Je suis très content d'être à Rennes pour plein de raisons. D'abord des raisons personnelles, c'est une région où j'ai des attaches fortes. Ensuite, parce que Imagine 2015 a une ambition très intéressante et celle de prendre le temps d'échanger, de discuter. Enfin, je fais beaucoup de conférences, d'interventions tout le temps, on court tout le temps. Et là, on commence à discuter, à échanger en ayant le temps, et ça nous permet d'écouter les autres, et ça, c'est vraiment extrêmement fort. On traduit souvent le développement durable par des effets concrets sur l'environnement ou sur une fin des ressources disponibles. Je pense que le fondement du système, c'est quand même qu'aujourd'hui, on vit dans la continuité de la révolution agricole des années 60, hein, que ça a donné lieu à une vague de croissance de la population qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. J'ai commencé ma carrière dans le domaine de la recherche sur les architectures parallèles. J'ai rejoint ensuite le ministère de l'Industrie pour m'occuper de télécom, d'électronique grand public et d'audiovisuel professionnel. Puis j'ai rejoint un fonds d'investissement en capital risque spécialisé dans l'amorçage dans les sociétés high-tech. Et puis en 2005, mes sujets de recherche redevenant d'actualité, j'ai fondé une société HPC Project avec une bande de camarades de l'époque recherche. On est aujourd'hui dans un système qui va devoir s'adapter à 9 milliards d'êtres humains, que parmi ces 9 milliards d'êtres humains, en plus dans la dynamique qui est déjà inscrite, on va avoir environ un tiers qui va avoir plus de 50 ans. Si on se projette à 2050, on sait que la Chine, par sa politique du un enfant, va avoir plus de la moitié de la population qui aura plus de 50 ans. Je veux dire, on est face à des défis qui sont déjà inscrits. Et dans un objectif prospectif un peu comme celui d'aujourd'hui, je pense que c'est important de se rendre compte que peu ou prou, et quelle que soit la réaction qu'on aura, le système doit passer à l'échelle. Je crois que le développement durable, aujourd'hui, on peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans. D'ailleurs, les définitions, il y en a plus d'une soixantaine qui circulent actuellement sur la question. Pour moi, c'est simplement une question de bon sens et d'intelligence. Et intelligence, je rappelle qu'au départ, d'un point de vue étymologique, ça veut dire interligere, ça veut dire lier, relier, ou lire entre les lignes. Et donc l'intelligence, c'est la capacité à relier les choses entre elles. Donc même quand on parle de communication, on est bien entre un émetteur et un récepteur. Le 2.0 inverse la logique de la communication dans l'autre sens. Donc pour moi, le deuxième paradigme qui apparaît aujourd'hui dans le contexte de la crise économique et écologique, c'est plutôt le développement durable qui partirait d'une intelligence collective, éventuellement d'abord individuelle, et qui pose forcément la question de la motivation des individus, donc la question de l'anthropologie, la question des sciences humaines. Ça fait 7 ans que j'ai quitté le monde de l'entreprise, après un parcours assez classique de grandes entreprises, grandes écoles, etc., pour monter un institut de recherche appliquée qui monte des projets dans le développement durable. Voilà, donc on travaille sur des aspects de mesure, d'empreinte écologique. On travaille aussi à monter des projets, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui des écoquartiers, donc des modes de vie durables. Et surtout, moi, ma marotte aujourd'hui, c'est plutôt ce qui tourne autour de l'intelligence collective, la motivation individuelle, la psychologie, ce que certains appellent les sciences molles. Mais moi, pour moi, ce qui est plus important, c'est les questions de sens. Il y a aussi le fait que quand on innove, on fabrique de nouvelles propositions qu'on met sur des marchés, qu'on pousse, et puis ça change le monde, ça interagit avec le monde et ça contribue à changer le monde. Et très souvent, on sait, depuis des années qu'on innove dans l'industrie, dans la recherche, qu'on est surpris par les usages qui sont faits de nos technologies, on est surpris par les résultats de nos inventions dont on n'anticipait pas toujours les manières dont ils allaient modifier le monde. Au-delà de ça, je pense que ce qui sera le
le plus constructif, le plus fort, ce sera l'échange. Ce sera justement d'apprendre en étant avec des gens différents. J'ai passé une partie de ma vie à travailler dans l'industrie du loisir, puisque je travaillais à la fois chez Disney et je travaillais dans la bande dessinée chez Dupuis. Suite à ça, j'ai rejoint une ONG qui s'appelle le WWF, qui est représentée par le Panda, une ONG de protection de l'environnement, où là, j'ai créé, développé et géré le département des relations de l'ONG avec les entreprises. J'ai quitté le WWF il y a 1 an pour monter un cabinet de conseil en stratégie de développement durable où j'accompagne l'ensemble des entreprises à la fois dans leur dimension environnementale, sociale et sociétale pour construire un management différent. La plupart des jeunes artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des artistes qui font des installations, etc., ils conçoivent déjà en amont même leur création au travers de développement durable. Enfin, ils vont pas imaginer leur création qui ne tiennent pas compte de ces valeurs-là. C'est intrinsèque. Donc, échanger avec ces artistes-là, par exemple, ça permet de trouver des nouvelles solutions. Il y en a, par exemple, qui travaillent... J'avais vu quelque chose d'assez extraordinaire, d'installation d'Allemands qui travaillent autour de la lumière. Donc, quand ils ont commencé à réfléchir à la lumière, forcément, ils ont été voir des industriels, ils leur ont dit, on utilise tellement de lumière, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle consomme le moins d'énergie possible? Et ils ont réussi à faire des installations qui sont assez impressionnantes, avec une consommation d'énergie minimum. Vous avez tous entendu parler du concert de Radiohead. Il y avait une installation lumineuse extraordinaire. Moi, je me suis dit, en tant qu'écologiste de base, dis donc, c'est pas très écolo. Et en fait, en regardant dans le détail, ils avaient utilisé des technologies hyper pointues. Donc il y a un moment où 2 univers se sont rencontrés. En fait, on a là une opportunité de faire les choses différemment. C'est une somme d'opportunités gigantesques pour essayer de revoir des process qu'on n'avait pas forcément revus, pour essayer de voir les gens avec qui on travaille différemment, que ce soit les gens à nos côtés ou que ce soit les gens au bout du monde. Et il faut vraiment concevoir ça comme une somme d'opportunités. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire comme Gilles, moi je suis vachement content parce que je participe à un mouvement et je pense que je vis un moment fabuleux dont je verrai peut-être pas les résultats, mais en tout cas j'y aurais participé. Et je pense que ça, plus l'échange, ça peut aider à construire au-delà de toutes les solutions techniques qu'on peut trouver. Moi, je trouve que, je l'ai déjà dit au téléphone à Dominique Royer, sa vision est très positive, c'est très agréable, mais je doute que l'intérêt des entreprises, financier des entreprises, et ce qu'on a vécu depuis 1 an, on l'a bien montré, et l'intérêt global de la collectivité sur un plan environnemental ou développement durable coïncide systématiquement. De temps en temps, ça coïncide, et là, c'est parfait, mais de temps en temps, c'est en opposition. Par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur le fait que les intérêts sociétaux et les intérêts business des entreprises ne coïncident pas toujours, quand on a vocation à apporter des outils pour faire en sorte que le développement durable se diffuse dans les entreprises et auprès des consommateurs, je pense qu'on peut prendre en compte cette possible contradiction dès le démarrage. Alors c'est ce que nous on a fait. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous livre juste un retour d'expérience. Quand on a créé la société, au départ il y avait une volonté, il y avait une envie de faire qui était comment faire aider le consommateur à limiter son impact sur l'environnement. Caroline Lazare, je suis la présidente de Greennext. Greennext, c'est une société que j'ai créée fin 2006. Et Greennext est un centre de calcul et d'analyse de l'impact écologique des produits de consommation courante. Donc aujourd'hui, nous avons commencé par l'ensemble des produits alimentaires, par le carbone, avec une première expérimentation que nous avons menée dans 3 hypermarchés de la région Nord-Pas-de-Calais. Plutôt que d'aller directement sur le quoi, on est allé sur le comment. Donc le comment, c'était de faire en sorte qu'il y ait une information qui soit apportée le plus largement possible. Et l'apporter le plus largement possible, la question d'après, c'était de dire comment faire en sorte pour que les acteurs économiques, donc les distributeurs, les fabricants, les industriels, puissent s'emparer de ce sujet. On sait très bien qu'ils ne sont pas philanthropes. On sait très bien qu'ils ne vont pas le faire pour faire plaisir à la collectivité, même s'ils savent que c'est un sujet important. Mais par contre, si nous, dans la façon dont on design nos outils, dans la façon dont on les présente,
on peut leur dire non seulement vous répondez à une attente sociétale, mais en plus il y a un avantage business et que nous on est capable d'apporter comme ça des idées de bonnes pratiques, je pense que là on peut faire se coïncider les deux choses. Et ça c'est très important pour vivre cette transition qu'on est tous en train de vivre. C'est de ne pas être en rupture, mais aider l'accompagnement sans oublier qu'on est face à des acteurs économiques, qu'on est nous-mêmes des acteurs économiques. Et donc quelque part, il faut que ce soit rentable. On est quand même sur un fondamental aujourd'hui qui est avec l'empreinte environnementale de la planète, c'est-à-dire la surface qu'il faut à chacun d'entre nous pour vivre sur les dividendes de la planète au lieu de vivre sur le capital de la planète, comme c'est aujourd'hui, est déjà dépassé. Or, le modèle dominant, c'est je prends de mes parents, j'enrichis, donc j'élargis la surface qui m'appartient pour la donner à mes enfants qui vont avoir le même projet. Et ça, on est déjà en rupture parce qu'on a déjà dépassé la surface globale alors qu'on va augmenter la population de 50%. Donc on est quand même sur on a besoin de reconsidérer les choses. On n'y arrivera pas sur ces modèles de possession et d'héritage. Et pour reprendre votre sujet, il y a une notion de propriété de la terre qui n'est liée qu'à l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de la terre quand on la cultive et quand on arrête de la cultiver, elle n'est plus à soi. Et donc il y a des modèles, il y a des choses comme ça, mais il y a quand même quelques fondamentaux qu'il faut remettre en cause. Et effectivement, la possession, encore une fois, ça rejoue la mort, le machin, etc. Mais là on n'y arrive pas. Et à un moment donné, qui aura le courage de dire « Attention, le modèle de l'héritage ne marche pas ». La question, c'est modifier notre mode de destructivité. Raphaël Bessis, psychologue clinicien de formation philosophique et anthropologique. Je travaille principalement autour de questions de frontières entre des disciplines, ces trois-là. Et j'exerce également en tant que psychologue clinicien à l'aide sociale à l'enfance sur la Seine-et-Marne. Et notre mode de destructivité à l'heure actuelle, dans notre turbocapitalisme de consommation, de consommation, c'est effectivement par la consommation qu'on se sent exister, qu'on s'expérimente sensoriellement, qu'on gagne en valeur sociale, hein, et qu'il faut changer ce mode de destructivité. Il faut changer la question de la façon dont on acte le processus de destruction en nous. Et effectivement, on peut faire autre chose, on peut en faire du lien social, on peut faire de la vieillesse et de l'angoisse de la vieillesse, donc cette certaine forme de destructivité, encore une fois, ce n'est pas la question de la mort, hein. La mort physique, c'est autre chose. Hein, on peut faire quelque chose de positif, effectivement, de cette destructivité en l'homme. Voilà, hein. Et donc moi, j'appelle en quelque sorte à inventer, à imaginer pour chacun d'entre vous des nouveaux modes de destructivité. C'est d'une certaine façon un message très paradoxal que j'envoie là, hein, mais c'est à la fois quelque chose de très lucide. Je ne nie pas ce qui nous constitue, mais en même temps je dis le changement de paradigme passe par là. Ce qui fait l'efficacité des choses, c'est qu'en réalité, l'absence de droit d'auteur n'est pas une non-reconnaissance de qui crée. Et ce modèle-là, il n'est pas du tout nouveau. En réalité, il est très présent dans toutes les sociétés dites sans écriture. C'est ce qu'on appelle la circulation inaliénable. Je suis Barbara Klofczewski, directrice de recherche au CNRS, ethnologue. Ça fait 30 ans que je travaille avec les aborigènes d'Australie. Je suis partie, j'avais 23 ans. Je suis partie dans le désert. Et ça a été un bouleversement dans ma vie et ensuite ça n'a jamais arrêté. Et à travers tout le Pacifique, de groupes de langues différentes sur des milliers de kilomètres. Je prends cet exemple-là, mais je pourrais le prendre aussi en Australie où il y a plus de 200 langues à travers le désert. Les gens faisaient circuler de la connaissance, des chants, des danses, des rituels, faisaient circuler des objets et les deux étaient inaliénables. C'est-à-dire que chaque groupe qui reprenait les danses, les chants ou les objets savait d'où ils venaient. Je vous donne un exemple, un coquillage gravé, il a pu être recueilli par des collectionneurs dans les musées au XIXe siècle dans le désert, et il arrive de 1200 km, forcément il n'y a pas de coquillage dans le désert de cette taille-là, donc ça vient de la mer, mais ce n'est pas juste une déduction, on sait que ça vient de la mer. C'est comme nous reconnaissons tous qu'un Picasso, on peut le copier, mais je veux dire un Picasso est signé. Donc cette circulation de l'inaliénable, même si elle n'est pas aliénable, c'est-à-dire vendable, elle transporte de la valeur. Et cette valeur-là, elle enrichit celui
qu'il l'a créé, puisque ça lui donne du prestige, et ce prestige-là est aussi important dans une économie sans argent, par exemple, que l'argent chez nous. Et ce qui se démontre, à mon avis, et d'ailleurs il y a même des Amérindiens qui ont réfléchi aussi sur les circulations inaliénables en Amérique et au Canada, qui ont fait le parallèle avec les common license des internautes. Moi j'ai beaucoup écrit aussi là-dessus il y a des années par rapport aux circulations inaliénables dans le Pacifique. Ce modèle qu'on redécouvre maintenant, c'est parce que justement on est revenu à l'image. C'est-à-dire que là, l'enjeu n'est pas la signature. Mais ce que je veux dire, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'avec avec la loi, là, c'est une vraie catastrophe parce qu'on est complètement en retard sur la richesse potentielle qu'il y a pour l'ensemble de la société dans un processus solidaire qui n'est pas du tout du collectivisme. C'est pas ça. Notre futur aujourd'hui suppose que tout le monde s'en sorte. On ne s'en sortira pas si on continue dans le modèle où il y a 20% de la population qui a toutes les richesses et qu'il n'y a plus de consommateurs de l'autre côté. Voilà. Donc, pour la survie générale, il faut reconnaître ces circulations inaliénables qui produisent de la valeur. Il y a un professeur à Paris 8, il s'appelle Lafargue, je crois, qui a décidé d'utiliser Wikipédia comme un outil pour apprendre à ses élèves à se servir de la connaissance. Donc il a dit, au-delà de lire Wikipédia, de critiquer que c'est pas juste, etc., vous allez vous-même faire des pages pour apprendre à savoir ce que c'est que la connaissance. Et là, on retombe complètement dans le machin d'Arancière, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à donner des sources, de dire d'où vient la connaissance, la recouper, chercher à vérifier à chaque fois. Et donc, c'est pas que Wikipédia est meilleur que Britannicus, comme on l'a dit, puisqu'il y a eu des tests qui ont été faits, c'est que c'est complémentaire. C'est comme le Café du commerce, ça vous dit ce que les gens pensent sur la question, vous vérifiez les sources, et le wiki-éditeur, il dit juste s'il y a eu assez de recoupement et de discussion pour que la page soit fiable, ou si elle est trop le fait d'une seule personne. Donc c'est vraiment un déplacement, si vous voulez, un pas de côté, on va dire, sur l'intelligence, qui n'est plus le savoir d'un expert qui est gelé dans une Bible qui pèse 3 tonnes et qui est chère. C'est de dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites et vous corrigez, et ainsi de suite. Et donc ce Lafargue, il a fait un précédent parce que du coup, les étudiants maintenant ont véritablement créé une connaissance en ligne sur le domaine d'enseignement du professeur. J'ai bien aimé tes deux termes, je ne connaissais pas le terme, circulation inaliénable. Circulation, c'est clairement là-dedans qu'on trouve l'intelligence, la vie, l'organique, etc. Donc c'est vraiment essentiel, la circulation. Si vous regardez bien l'économie du développement durable, c'est le recyclable. On recycle, on récupère les déchets, etc. L'information, c'est pareil. Une information qui est vivante, c'est celle qui circule d'une tête à l'autre, qui est transmise, interprétée. C'est pas la chose que je garde dans ma tête et que je sors jamais. Ça, c'est pas une information, c'est pas une connaissance. C'est éventuellement une donnée. Alors ça, c'est le premier point. Et la seconde, c'est inaliénable. Ça me fait penser, évidemment, le premier qui a parlé de l'aliénation, c'est quand même Marx avec le travail. Donc on retombe bien sur quelque chose qui reboucle. Le droit des brevets est un droit d'exclusion. En cela, il est contradictoire avec les aspirations qui ont été formulées et débattues aujourd'hui. Alors, on peut le présenter différemment. C'est un droit qui s'est formé fondamentalement au XIXe siècle pour répondre à une vraie question, qui est comment éviter le pillage pur et simple des efforts de gens qui investissent leur temps, leur énergie, leur talent dans le processus d'invention. Bon, maintenant, c'est une réponse qui, je pense, est historiquement datée. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la construction du droit des brevets, je le dis tranquillement, est une mauvaise réponse à une bonne question, est devenue une mauvaise réponse à une bonne question. Et Pierre Forini a complètement raison de souligner le fait qu'on va vers un engorgement généralisé du système. Maintenant, au-delà des problèmes pratiques qui sont traduits par cette notion d'engorgement, qui est indiscutable, je crois qu'il y a une notion plus philosophique et qui est beaucoup plus difficile à attaquer, qui est justement de répondre aux questions que vous avez fort justement posées et qu'on peut prolonger, c'est-à-dire quelle forme de juridiction, quelle forme de système juridique peut-on mettre pour amplifier et donner un cadre juridique et un cadre de sécurisation, finalement, aux processus qui sont sous-jacents au processus de logiciel libre, au processus de Wikipédia, au processus d'échange, mais pas d'échange idéaliste, d'échange pratique, et permettant de construire des économies réelles sur des notions de partage partiel de pratiques. En cela, moi, je pourrais essayer de
poser une première toute petite pierre hein, dans le processus de réinvention du concept de la propriété intellectuelle en se disant finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à repenser le droit du brevet comme n'étant plus un droit d'exclusion, c'est-à-dire en gros tu n'as pas le droit d'utiliser ça ou sinon il faut me payer, hein, ou le transformer vers un droit de participation à la suite de l'aventure. J'ai inventé ça, tu ne peux pas m'exclure, c'est l'inverse. J'ai le droit de continuer à participer, j'ai le droit de rester dans l'équipe. Je vais aller très vite sur le copyleft, parce que ça répond à la question directement. Le copyleft, c'est un jeu de mots, c'est l'inverse du copyright, right, left. Mais left en anglais, c'est aussi laisser. Et le copyleft, c'est un droit de type brevet, hein, c'est l'environnement juridique GPL, qui permet de dire, je dis que c'est bien à moi, c'est comme un copyright, sauf que si vous utilisez mon bout de logiciel ou l'œuvre que j'ai créée, vous devez la remettre dans son environnement libre et ouvert. Donc c'est viral parce qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous êtes contaminé, vous êtes obligatoirement ouvert. Seconde chose sur la question de l'argent, c'est peut-être ma petite conclusion. Je crois qu'on a simplement oublié ce que c'était que l'argent. Au départ, la monnaie avait 3 fonctions. Hein. La première, c'était l'échange, les grosses pierres ou les petits coquillages qu'on met autour du cou. La deuxième, c'était de dire combien ça vaut, 3 coquillages contre 2 ou 1 ou 10. Et la troisième, c'était l'accumulation. Et aujourd'hui, l'argent, c'est plus que le troisième. C'est ça le problème. C'est cette question de l'apprentissage, oui, de la lenteur, qui est, à mon avis, essentielle à mettre en respiration avec la course effrénée dans laquelle le capitalisme nous entraîne. Hein. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans l'addiction? Vous avez défini hier l'addiction comme l'excès de consommation. Eh bien, comment on sort de l'addiction? Alors que là, il y a urgence à sortir de l'addiction si on veut que la planète survive. Pour répondre brièvement, on peut sortir de l'addiction en se proposant une autre forme d'addiction. C'est que comme ça qu'on sort de l'addiction, en fait. En activant une autre addiction, mais qui est moins nocive. Voilà. Par exemple, une addiction à penser, au lieu d'être dans une addiction à manger. Voilà. C'est comme ça qu'on sort de l'addiction. C'est quand même le luxe pour un certain nombre de milliards d'hommes. Bah déjà, moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes sur le bon chemin. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui passent un jour à écouter des gens leur raconter des histoires qui ne sont pas directement liées à leur business. Donc, continuez comme ça, je dirais. C'est déjà bien. Je dirais aussi que hier soir, j'étais à une table où quelqu'un me disait, oui, j'étais dans une boîte, alors on nous avait dit que le téléphone portable, ça ne marcherait jamais. Après, on nous a dit l'iPod, ça ne marcherait jamais. L'iPhone, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont des grands succès aujourd'hui. On nous a dit que ça ne marcherait jamais. Moi, le développement durable, on m'a toujours dit que ça ne marcherait pas non plus. Donc, surtout pensez que ça va marcher. Et surtout pensez que vous êtes les acteurs qui vont faire en sorte que ça marche. Il faut absolument pas négliger votre impact à vous. Et à des moments, il y a un mot qu'on n'a jamais, enfin un terme qu'on n'a jamais employé, c'est l'harmonie. Je pense que si on, à des moments, même si on a une part négative en nous, il y a quand même une espèce d'harmonie. Si on veut être en harmonie avec nous-mêmes, il faut qu'on respecte notre environnement. Donc réfléchissez bien effectivement à la problématique des changements climatiques et comment vous pouvez impacter, trouver des nouveaux produits, etc. Mais n'oubliez pas que respecter l'environnement, c'est aussi respecter l'homme, les hommes qui vous entourent, les hommes dans votre entreprise, les hommes à qui vous vendez ces produits, vos consommateurs, vos fournisseurs, etc. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à travailler avec des acteurs différents comme les ONG qui ont plein de choses à vous apporter.